Rebonjour à tout le monde et donc à tout le monde tout court. On va commencer donc notre quatrième session et avant-dernière qui s'intitule Bousculer les normes. Les communications qui sont réunies ici, en tout cas selon nous, ont en commun c'est toujours un petit peu arbitraire hein, les regroupements, mais ont en commun d'interroger les normes qui gouvernent à la fois l'action publique et les sciences, et donc celles avec lesquelles on pense et avec lesquelles on agit. Donc elle regroupe trois communications. Une première donc de Pierre de Jouvencourt, qui est docteur en philosophie et membre du CEDCOPRA et postdoc à Lyon, c'est ça? Bientôt. Bientôt. Super. Félicitations. Pierre Musso, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université Paris 1 et au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Et Soraya Boudia, qui est historienne, sociologue des sciences, des techniques et de l'environnement et professeure à l'Université Paris-Cité, donc membre du bureau du Centre des politiques de la Terre. Et donc, qui vont nous présenter des communications. Et Justinia, pardon, désolé, je ne vous avais pas vu. Justinia Moisard-Lanvin, qui est sociologue des sciences et des techniques aussi, et postdoctorante à l'Université Paris-Cité, et membre du Centre de recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé mentale, Société. Et donc voilà, qui vont nous présenter des communications à la fois sur l'Holocène, d'une certaine manière, sur la comptabilité publique en matière d'action environnementale et sur les sciences citoyennes. Et donc, on va commencer avec toi. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'organisation du colloque. Alors, j'ai écrit cette intervention en réaction à une provocation de l'historien des sciences, des sciences et de l'environnement du XIXe siècle, Frederick Albritton Johnson. Et cette provocation est tirée d'une conférence sur la géologie du XIXe siècle. Et son argument consiste à dire ceci, c'est qu'en nous focalisant sur les limites planétaires et plus généralement sur la stabilité climatique de l'Holocène, nous passons sous silence nos attachements implicites avec le mode d'habiter de ce qui jadis, et peut-être parfois encore, est appelé la civilisation moderne. Et Johnson demande alors comment préserver un chemin possible, je cite, pour une politique progressiste si nous devons renoncer à la norme de l'Holocène. Cette question, j'ai choisi de la traduire ainsi. Tenons-nous à la norme holocénique pour de bonnes raisons? Et à quel rêve finalement on doit apprendre à renoncer? Donc, comme il a été dit, moi j'ai fait une thèse en philosophie des sciences, en histoire et philosophie des sciences, sur le concept d'anthropocène, donc je vais parler de ce point de vue-là. Et donc j'aimerais m'intéresser maintenant à cette norme de l'Holocène et aux problèmes que ces usages soulèvent dans le cadre précis des sciences du système Terre, et autour du concept d'anthropocène et des limites planétaires. Alors, pour quelles raisons parler de normes de l'Holocène et finalement d'où est-ce que ça vient? Donc les travaux, une première précision qu'il faut faire, c'est que les travaux d'histoire des sciences et l'histoire environnementale ont montré qu'il existe en fait depuis très longtemps une réflexivité environnementale à l'échelle planétaire, et qui remonte au moins au début de l'ère moderne et de la colonisation du monde par les Européens. Pour autant, bien sûr, à chaque époque, on a affaire à des épistémologies différentes, et donc les définitions de ce que c'est le globe varient à chaque fois, et donc la définition de l'agir humain sur le globe. Donc ça a pu être le cas au XVIIIe siècle, par exemple, avec l'action humaine sur le cycle global de l'eau, les forêts et les effets induits sur un changement climatique global à l'époque. On peut, cependant, dans cette perspective longue, on peut toutefois faire une différence, ou en tout cas poser un marqueur, un repère chronologique dans les années 80. Alors, donc j'ai mis ce graphique, pas forcément pour que vous lisiez chacun des titres, mais c'est pour vous donner un peu à sentir l'ampleur du chamboulement institutionnel qui s'est fait dans les sciences internationales autour des questions de l'environnement global après la Seconde Guerre mondiale. Et donc dans les années 80, l'habitabilité globale devient directement et explicitement un enjeu programmatique pour plusieurs institutions. Donc je vais donner deux exemples. Le premier, c'est l'exemple de la NASA. Donc là, c'est une citation d'un rapport de la NASA pour un projet qui s'appelait Mission to Planet Earth.
Et donc, cette mission, qui est donc conçue dans les années 80, est explicitement conçue pour étudier l'habitabilité globale à partir de l'espace. Donc on est dans un contexte où l'espace devient un nouvel enjeu stratégique. Edward Teller, le qualifié du père de la bombe H, nous explique qu'on va devoir mettre des lasers en orbite pour détruire les ennemis. Et depuis les années 60, on a tout un ensemble de discours sur le vaisseau spatial Terre, la Terre comme système de support de vie. Donc c'est plutôt dans cette continuité-là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment institutionnalisé et la notion d'habitabilité globale devient quelque chose de cardinal dans la conception d'un nouveau champ de recherche ou plutôt d'une nouvelle manière d'organiser les sciences de la Terre qui s'appelle les sciences du système Terre. Donc là, c'est le rapport Goody qui est fondateur dans ce processus. Quand on analyse un petit peu le vocabulaire et les termes qui sont utilisés pour qualifier la situation à laquelle est censé s'adresser ce programme, on a déjà un vocabulaire extrêmement fort, puisque, par exemple, dans ce rapport, on lit que le programme est nécessaire pour, je cite, la sauvegarde de la Terre. Donc là, quand on plonge encore une fois dans le programme, on voit tout de suite qu'on a une très forte affinité avec les discours d'aujourd'hui, la prédiction à long terme des changements globaux induits par l'action humaine, et que cette action humaine, en fait, a un impact déjà global équivalent au processus de la nature. Vous voyez la dernière phrase de la deuxième citation, on parle implicitement d'extinction de l'espèce humaine. Donc on a déjà à faire un diagnostic qui se forme au niveau institutionnel, et donc qui est issu d'un consensus scientifique au niveau international, d'un diagnostic multifacette qui s'apparente beaucoup à toute la littérature sur l'Anthropocène aujourd'hui, donc telle qu'elle a émergé en tout cas à partir des années 2000. À la même époque, on a l'émergence d'un programme international qui est à la fois conçu par le National Research Council aux États-Unis et le Conseil international des unions scientifiques, qui est une instance internationale des unions, des scientifiques et pas simplement, qui est chapeauté par l'ONU, pardon, et qui prévoit la construction d'un programme qui s'appelle l'IGBP, International Geosphere Biosphere Program, dont le but est d'être la matrice pour des sciences du système Terre international et liant toutes les composantes géo, bio, physiques de la Terre. Et dans ce programme, les grandes priorités, parmi ces deux, là, on a donc l'impact, en anglais impact, donc l'influence humaine sur la Terre, et qui est qualifiée à plusieurs reprises du même ordre de grandeur que les processus naturels, et l'habitabilité globale, l'habitabilité de la Terre comme quelque chose qui doit être analysé, détaillé scientifiquement depuis cette nouvelle science. Donc ça, c'est des documents, en fait, je cite assez peu de documents, mais on pourrait vraiment tous les déployer entre les années 80 et 90 dans les multiples rapports. C'est un travail que j'ai pu mener par ailleurs. Et on constate réellement que, en fait, l'idée que l'humanité est une agence géologique et préside, en fait, est un des présupposés de la conception de tous ces programmes. Et c'est... Mais donc ce n'est pas simplement, si vous voulez, des discours d'auteurs ou autrices isolés dans le champ scientifique, c'est réellement au niveau organisationnel. Et ce qui est intéressant, c'est que, également, c'est que parmi les acteurs qui donc vont s'emparer, qui vont participer à concevoir ce programme, on a notamment Paul Crutzen, qui, dès les années 80, est très impliqué dedans, et qui est peut-être, comme vous le savez, celui qui a proposé explicitement le concept d'Anthropocène en 2000, puis en 2002. Donc de ce point de vue, les propositions conceptuelles autour de l'Anthropocène et des limites planétaires s'inscrivent dans ce processus d'explicitation de long cours. Et on peut dire d'une certaine manière qu'ils en sont les fruits formalisés, et certes toujours en construction. Donc,
peut-être que la différence, ce serait que, contrairement aux années 70-80 qui réalisent des diagnostics présentistes, le concept d'anthropocène va attacher ce diagnostic global à l'histoire de la Terre. Et c'est là que l'Holocène va entrer comme référence, comme ce qui est mis en danger. Donc là, j'ai mis une citation d'un article définitoire de l'Anthropocène par Crutzen, Stephen et McNeill. Crutzen et Stephen, ce sont des acteurs des sciences du système Terre au niveau institutionnel. Et McNeill, c'est un historien qui participe à co-construire en fait, le grand récit de l'Anthropocène. Et donc on voit clairement que l'Holocène est d'emblée considéré comme une référence. Et donc cette référence, c'est la référence aux conditions d'habitabilité dont la perte est actée par le concept d'anthropocène et le dépassement des limites planétaires. Donc aujourd'hui, dans les publications plus récentes, l'habitabilité terrestre idéale est alors doublement référée à l'Holocène. Elle représente non seulement la sortie des variabilités holocéniques, mais aussi du bassin d'attraction de l'Holocène, c'est-à-dire, je cite, ce qui, dans un état du système Terre, est structurellement et fonctionnellement reconnaissable comme étant l'Holocène et dans lequel les boucles de rétroaction négative sont encore dominantes. Le bassin d'attraction constitue ainsi l'ensemble des états du système Terre dans lequel ce système, laissé à lui-même et sans influence humaine, reviendrait à terme aux variabilités holocéniques considérées comme vivables. Donc on trouve énormément de références à l'Holocène. Donc elle n'est pas simplement mobilisée comme norme statistique, mais véritablement elle remplace l'ancien terme qui était le terme de variabilité naturelle. Elle devient une véritable norme au sens de ce qui rend droit et légitime. Et si vous lisez les publications beaucoup plus récentes, elle se retrouve quasiment systématiquement. Ça, c'est une illustration tirée d'une publication récente sur l'habitabilité globale. Et on voit donc que l'Holocène est représenté en haut à droite. Elle est mise en rapport avec l'histoire longue de la Terre et avec des grandes étapes de la civilisation. On reviendra en fait sur les présupposés. Et c'est ce genre de manière de dépeindre notre situation historique dans le temps long et se retrouve dans la culture plus ou moins populaire. On le retrouve chez quelqu'un comme par exemple Jean Covici qui utilise régulièrement ces références. Et donc, il y a tout un vocabulaire qui caractérise dans les publications cette manière d'habiter. Ça peut être un terrain de jeu, des règles du jeu du progrès économique, le développement social et économique, la démocratie, la civilisation, l'agriculture, la sédentarité, les organisations complexes et les systèmes de communication. Donc, tout ça, ce sont des termes qu'on retrouve dans cette littérature. Donc là, je vous ai mis quelques extraits. Et on voit que, au final, l'Holocène permet de caractériser ce qui est menacé, c'est-à-dire une certaine manière d'habiter le globe, comme si cet argument suffisait en lui-même. Alors ce qui est intéressant, maintenant, c'est de prendre du recul historique et de se demander, est-ce qu'il n'y a pas une continuité avec, finalement, l'histoire des géosciences ? Donc le lien entre l'histoire de la Terre et l'humanité est thématisé depuis les racines de la géologie, et notamment depuis le début du XIXe siècle. Alors, je passe là-dessus, on pourra y revenir. Donc là, c'est le frontispice du deuxième volume des Principles of Geology de Lyell, considéré comme le père de la géologie moderne. Et donc, Lyell est aussi considéré pour quelqu'un qui considérait absolument négligeable les actions humaines sur le globe de par son uniformitarisme. Or, quand on analyse en fait son texte, Lyell, dès les Principles, dit bien que l'espèce humaine est une exception dans l'histoire de la Terre et qu'elle doit être pensée ainsi, c'est-à-dire représenter une rupture dans cette histoire et caractérisée par un nouvel âge. Lui, dans cette définition du dernier âge de la Terre, et plus précisément dans cette dernière période, qu'il appelle recent, qui donnera la place après au terme d'Holocène, le qualifie comme, je cite, période humaine.
Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder comment qualifie l'aïeul cette présence géologique de l'humanité dans l'histoire. Elle est justifiée par le fait que l'espèce humaine modifie le vivant, le domestique, change leur caractère, mais également par sa puissance. Hein. Il dit que l'espèce humaine diffère d'elle-même en puissance de 2 fois toutes les générations. Et il y a, donc on a énormément d'exemples tout au long du 19e siècle de termes désignant une nouvelle époque géologique qui serait caractérisée par la présence humaine, que ce soit donc implicite, comme je l'ai dit avec l'aïeul, mais on a tout un autre vocabulaire anthropozoïque, anthropolitique, chicozoïque. Là, on a un extrait d'un ouvrage de Haeckel, qui est connu pour l'invention du terme d'écologie, mais qui était aussi qui s'intéressait à l'histoire de la Terre, à l'histoire de la vie. Et là, il définit l'âge anthropolitique, donc défini par l'âge humain en fonction, avec des sous-catégories. Mais ça ne s'arrête pas là, au sens où donc Frederick Alberton Johnson montre que le temps géologique a été également mobilisé dans l'Angleterre victorienne comme un concept normatif. À partir des années 20, des géologues ont promu, comme Buckland, une nouvelle norme climatique qui mettrait en contraste la stabilité et la modération du présent climatique avec le Carbonifère, pourvoyeur du charbon, mais aussi caractérisé par une chaleur dite torride qu'il rapportait au climat africain et donc inhabitable pour la civilisation victorienne. Donc ce climat habitable serait pensé comme parfaitement adéquat avec la civilisation et l'avancement du progrès. Et dans ce récit géologique, la providence généreuse aurait amélioré le climat de la Grande-Bretagne en vue d'une norme plus sobre et tempérée, compatible avec l'amélioration de la nation, tout en transformant des dépôts tropicaux du passé en une merveilleuse ressource énergétique. Et ce récit a été lentement modifié, notamment suite aux travaux de Guy dans Prehistoric Europe à la fin du XIXe siècle, qui a alors défendu l'existence d'un âge glaciaire, et donc que la Terre se serait refroidie entre-temps, mais avant d'atteindre l'optimum holocénique. Mais ce n'est pas tout, parce que ce dernier a également retracé les origines de la civilisation au moment du réchauffement post-glaciaire, constatant une amélioration. Et dans ce cas de récit géologique, cette séparation entre glaciaire et l'état de la Terre était propice à la civilisation et reposait aussi sur un fondement racialiste, puisque les populations du néolithique étaient constitutivement et naturellement différentes de celles du paléolithique, dont certains supposés résidus s'incarner dans les peuples habitant l'Arctique. Donc Johnson montre également comment ce récit de l'humanité s'est transmis dans la géologie, bien plus tard, en archéologie, en anthropologie, avec cette connexion plus ou moins explicite entre des conditions de possibilité d'une certaine civilisation et d'un climat doux, celui de l'Holocène. Un autre exemple, ce serait par exemple Henry Fairfield Osborn dans Men of the Old Stone Ages. Donc on voit qu'il y a un lien normatif qui est en réalité très profond dans l'histoire des sciences de la Terre et qu'on peut mettre en relation avec tout un ensemble de caractères qui ne sont pas innocents, une vision progressiste qui ordonne l'humanité par des degrés de dignité. Et c'est en réalité une certaine idée de ce que doit être l'excellence humaine qui est liée à cette norme holocénique dans le temps historique. Or, maintenant, si on revient dans le présent, on peut constater qu'en fait tous les présupposés généraux ne marchent pas vraiment en fait au regard récent de l'archéologie. Tout d'abord, on peut se demander, on peut remarquer que l'étrange présentation de ce à quoi nous devons tenir, civilisation, je l'ai dit tout à l'heure, agriculture, société complexe, sédentarité, progrès, démocratie. Et on peut dire que bon, ça renvoie à un pot pourri de valeurs dont il serait fastidieux de déconstruire point par point, mais il est clair que toutes ces caractéristiques ne sont, au regard des données archéologiques, en rien spécifiques à l'Holocène.
ni nécessairement liées de manière organique entre elles. Dans les travaux de James E. Scott, on peut lire notamment que l'agriculture est une pratique largement antécédente à l'Holocène et qui n'est pas liée intrinsèquement à la sédentarité. D'ailleurs, le profil type des chasseurs-cueilleurs, dont on trouve notamment la trace dans les articles de Stephen et ses collègues dans le Grand Récit de l'Anthropocène, qui forme une espèce de grande épopée scientifique. Ces chasseurs-cueilleurs pouvaient être sédentaires. D'autre part, comme montrent les travaux de Graeber et Wengrow, les constructions imposantes, souvent considérées comme le signe de civilisation, de grandes civilisations complexes, ne se résument pas du tout à la seule Holocène. L'archéologie montre qu'elles préexistent à une période antécédente et ne sont nullement intrinsèquement liées à des sociétés strictement hiérarchisées ou très inégalitaires, ni même au mode de vie sédentaire. Au demeurant, le terme de société complexe est souvent un cache-sexe pour désigner l'invention de l'État sous des formes d'organisation très hiérarchisées et rigides, et relève soit d'un jugement normatif reconnu en archéologie et en anthropologie également, reconnu de manière comme problématique dans la mesure où il indique par la négative que les sociétés plus ou moins égalitaires, peu sédentaires, pratiquant peu l'agriculture telle qu'on la connaît, seraient plus simples et s'inscrivant en définitive à l'aube d'un progrès et devant être considérées comme archaïques. Je vais terminer. Et donc en fait, je termine là-dessus. Pour revenir à ce genre de représentation, si vous regardez comment est caractérisée l'histoire de l'humanité, on a une représentation très linéaire avec donc les indices dont je vous ai parlé, mais également un marqueur Great European Civilization, Greek Roman. Il y a vraiment un effort de décentrement, il me semble, à faire à la fois sur la pluralité des modes d'habiter sur Terre et leur rapport ou non avec l'Holocène, et le plus souvent leur non-rapport avec l'Holocène, et également les types de références de manière d'habiter qu'on invoque dans ce récit. Pourquoi on ne parlerait pas de la Chine médiévale, de l'antique Babylone, de l'Empire Maya ou du royaume d'Ascoum dans la Corne d'Afrique. Donc, ma présentation est plutôt une espèce elle-même de provocation, d'invitation à s'interroger sur la conception d'habitabilité globale et finalement sur les valeurs qui nourrissent la norme de l'Holocène. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'intervenir ici. Merci beaucoup. Et bravo pour l'organisation et toutes les présentations. C'est vraiment très enrichissant pour moi. Alors moi, je vais vous parler de normes comptables, sachant que je vais en parler sous un angle de sciences politiques. Ma communication porte sur une recherche en train de se faire sur une méthode comptable qui est aussi un projet politique. Elle est dénommée CARE, pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. Et son ambition est de répondre aux enjeux de cohabitabilité de notre monde commun. Je reprends l'expression d'Alexandre Rambaud, qui est co-directeur de la chaire comptabilité écologique AgroParisTech et Paris-Dauphine. Il est docteur en mathématiques et en sciences de gestion et porte ses recherches sur les comptabilités des organisations. C'est un travail qu'il avait amorcé avec son directeur de recherche, Jacques Richard, qui est lui-même le premier fondateur de la méthode CARE et qui a fait la proposition de cette comptabilité écologique à partir de ses travaux critiques sur les systèmes comptables et en particulier sur les normes IFRS, ces normes élaborées par une fondation privée qu'on peut dire néolibérale et qui se sont imposées depuis 2005 en Europe et depuis quasiment partout dans le monde. Les travaux de CARE abordent l'enjeu des limites planétaires et cherchent à voir comment la question de la comptabilité permet d'adresser l'action collective nécessaire au sein des organisations pour permettre cette cohabitabilité. La chaire comptabilité écologique prend très sérieux les données scientifiques des limites planétaires. C'est un projet scientifique, mais aussi un projet politique. Et ainsi, Alexandre Rambaud a présenté récemment devant la Commission développement durable de l'Assemblée nationale ce travail aux côtés d'Hervé Bégaud, autre cofondateur de CARE, vice-président de l'Ordre des experts comptables et président du CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Vous avez ici deux ouvrages de ces cofondateurs de CARE qui présentent l'origine de la méthode et même sa philosophie. Avant de poursuivre, je vais peut-être me présenter moi-même un petit peu plus sur ma position, dans quel cadre je porte cette communication.
Moi, j'ai une formation d'ingénieur, une expérience professionnelle, notamment à l'ADEME, qui m'a amené à travailler sur de nombreuses politiques publiques environnementales et à approfondir leur articulation avec les enjeux économiques, sociaux et aussi urbains. Je travaille encore aujourd'hui à la ville de Paris, à la direction de la transition écologique et du climat. Et dans ce poste, et comme dans les précédents, j'ai eu la chance de travailler avec des chercheurs de très nombreuses disciplines et de participer à plusieurs projets de recherche interdisciplinaire. Depuis l'année dernière, je suis moi-même engagé dans un projet de thèse et j'ai choisi la discipline des sciences politiques, en prenant comme point de départ ces recherches menées par des chercheurs en sciences de gestion, une discipline que j'ai découverte à cette occasion. Donc, qui développe CARE, mais aussi des recherches en comptabilité des écosystèmes et également sur la prise en compte de l'environnement dans la comptabilité nationale. C'est donc toute une richesse de recherche que je ne soupçonnais pas, et notamment dans le domaine de la comptabilité critique, sur lequel je suis en train d'approfondir. Alors, pour présenter l'écosystème de CARE, je présente une diapositive du CERCES, donc cette association créée en 2021, qui se donne pour mission de soutenir le développement de la méthode et d'assurer la formation. Ils ont créé récemment un institut de formation dédié à cette méthode, et ils animent un réseau et des groupes de travail, des agoras, auxquels je participe, notamment avec des acteurs de l'ESS et des collectivités. Il y a plusieurs agoras différentes. Moi, je suis particulièrement impliqué dans la COP des communs, une association qui travaille sur les communs et les liens avec l'ESS. Donc la chaire comptabilité écologique est peut-être plus centrale que ne l'exprime ce projet, puis on n'y voit pas forcément les enjeux politiques que j'ai cités, mais la chaire comptabilité écologique et les CERCES ont bien pour mission de bousculer les normes comptables, les normes politiques, et ces organisations cherchent à le faire au niveau national, notamment auprès de l'autorité des normes comptables, l'autorité des marchés financiers, et aussi au niveau européen. Et c'est un sujet d'actualité puisqu'ils sont intervenus auprès de l'EFRAG, le groupe consultatif européen, qui a été missionné récemment pour proposer des normes permettant l'application de la directive CSRD. C'est une directive toute récente, adoptée en novembre 2022, qui va imposer de nouvelles obligations de reporting à plus de 50 000 entreprises en Europe et finalement à toutes les chaînes de valeur de ces entreprises. Donc ça va faire énormément de personnes concernées et d'emplois pour ces comptables chargés de ce reporting. Donc c'est une collecte d'informations dites extra-financières qui seront publiées, qui seront auditables et potentiellement mobilisables par les parties prenantes, la société civile, les partenaires sociaux, les acteurs publics, qui pourront rappeler avec ces informations aux entreprises leurs responsabilités, à commencer par leurs responsabilités climatiques. Pour Alexandre Rambaud, pour le CERCES, la directive CSRD constitue une étape vers CARE, une étape vers la révolution comptable, c'était le nom de l'ouvrage que je présentais avant, et que ces acteurs cherchent à promouvoir. Maintenant, je vais essayer de présenter très brièvement la méthode CARE. À vrai dire, il faut plusieurs heures pour la présenter. Il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez retrouver d'Alexandre Rambaud ou d'autres chercheurs. Et bien sûr, ils font des conférences, des formations introductives aussi. Moi, je vais en faire un résumé qui en omet volontairement certains aspects, en présentant des diaporamas que je ne vais pas présenter plus en détail, mais qui donnent quelques mots-clés qui pourront aussi vous donner une idée de ce que représente cette méthodologie. Donc son fondement, c'est de prendre en compte et de rendre compte des responsabilités que les organisations ont au regard d'enjeux environnementaux et sociaux, et on pourrait dire du coup plus largement d'enjeux d'habitabilité. Ces responsabilités doivent pouvoir se décliner en actions à mettre en œuvre pour prendre soin ou réparer des entités qu'il nous faut préserver collectivement. La perspective de CARE est la comptabilité intégrée. Pour mener la révolution comptable, il faudrait parler le même langage que les décideurs qui utilisent cette comptabilité. Et donc le projet CARE fait le choix de la monétarisation, mais ce n'est pas une monétarisation qui va internaliser les externalités. En effet, plusieurs travaux de la chaire comptabilité écologique, mobilisés ou soutenus par la chaire, montrent en quoi l'approche par les externalités, selon la définition économique d'Arthur Pigou, ces notions d'externalité ne permettent pas de respecter les bons états écologiques. Je ne rentrerai pas dans la démonstration ici. Ça rejoint aussi des critiques qui sont faites par de nombreuses personnes qui s'intéressent à CARE, comme quoi la notion d'externalité est la porte ouverte à une marchandisation qui s'opposerait aux objectifs écologiques. Donc dans CARE, il y a une autre forme de monétarisation qui repose sur une approche en coût, par opposition à une approche en valeur utilisée aujourd'hui à la fois dans la comptabilité, je parlais de la comptabilité IFRS, et dans des comptabilités écologiques qui cherchent à valoriser l'environnement à travers ces notions d'externalité.
Donc l'approche en coût dans CARE nécessite de prendre chaque action qui est de la responsabilité de l'organisation et de lui associer le coût de sa mise en œuvre. On parle aussi de coût de maintien ou encore de coût de préservation. Ça correspond aussi à ce qu'on appelle en comptabilité, dans les travaux en comptabilité nationale, à des coûts écologiques non payés. Avec ces coûts, il est alors possible d'intégrer dans le bilan comptable, comme c'est un peu expliqué dans ce schéma, dans le bilan comptable de l'organisation, le fruit de cette analyse. Les responsabilités se traduisent au passif du bilan dans des dettes écologiques, environnementales et sociales qui représentent les dépenses que l'organisation devrait engager pour répondre à ses obligations vis-à-vis des entités humaines et non humaines qu'elle utilise dans son activité. À l'actif du bilan, les actions, désolé, je parle avec un vocabulaire comptable que moi-même je ne maîtrise pas beaucoup, mais je l'apprends, j'apprends beaucoup depuis les mois que je m'intéresse à cette méthode. À l'actif du bilan, les actions qui répondent à cette responsabilité, qui sont effectivement effectuées, apparaîtront comme un amortissement de la dette. Et dans les annexes aux états financiers, qui sont des éléments importants dans les documents comptables, on va détailler en termes, cette fois non monétaires, la dette écologique de ces actions, des actions à mener. Par exemple, la trajectoire de décarbonation que doit poursuivre l'organisation pour tenir ses engagements climatiques, les moyens qu'elle met déjà en œuvre et ceux qu'elle devrait mettre en œuvre pour tenir cette trajectoire, ainsi que des traducteurs ou des indicateurs qui permettent de suivre l'avancement des objectifs poursuivis. Certaines de ces informations, en fait, sont déjà prévues dans la directive CSRD. Elles doivent être auditables dans cette directive. Et c'est vraiment ça, en ça que ça montre que c'est une étape vers CARE, puisque avoir des informations comme celle-ci auditables, ça va être une garantie nécessaire pour assurer la fiabilité des nouveaux indicateurs que cette méthodologie permettrait de calculer. Donc des indicateurs de performance intégrée ou de performance écologique qui vont pouvoir être déduits par la prise en compte de ces responsabilités écologiques dans le modèle d'affaires. On peut par exemple citer les coûts complets écologiques qui vont pouvoir être calculés avec cette nouvelle méthode en intégrant les coûts de maintien, mais aussi dans le calcul du profit pour une entreprise privée, un profit qui ne devrait être redistribuable selon la logique proposée uniquement une fois que l'entreprise a tenu ses engagements environnementaux et sociaux. Le projet CARE suppose aussi que des porte-paroles des différentes entités à préserver puissent entrer dans le dialogue de gestion des organisations de la société civile comme des partenaires sociaux. En cela, c'est une méthode qui se veut être une comptabilité dialogique. Mais c'est encore assez théorique dans CARE, car les expérimentations dont j'ai connaissance n'ont encore que marginalement ou informellement associé les porte-paroles. Mais c'est un objectif qui apparaît aussi clairement dans la directive CSRD. Celle-ci offre en effet de nouveaux leviers pour que les parties prenantes de l'entreprise, en imposant à celle-ci de s'interroger sur quelles personnes ou quelles entités elle affecte, les entreprises sont incitées à ouvrir un dialogue avec ses partenaires sociaux, avec en fait tous les acteurs qui peuvent subir un impact négatif lié à l'activité de l'entreprise, donc aussi des acteurs de la société civile. Par ailleurs, la méthode CARE s'articule avec d'autres méthodes de comptabilité, notamment de gestion à l'échelle de territoire, d'écosystèmes et aussi la comptabilité publique. Ces différentes approches font l'objet de multiples travaux et il y a eu un séminaire de 2 années au Collège des Bernardins qui s'est conclu en décembre 2022 qui a montré l'enjeu de l'articulation, surtout que ces méthodes utilisent toutes le même concept de coût de maintien ou coût écologique non payé et permettent in fine de faire émerger un concept de dette écologique du territoire, que ce soit sur un territoire national ou régional ou encore sur le périmètre d'un écosystème. Il y a beaucoup de travaux de CERC qui portent sur des écosystèmes naturels, mais aussi d'autres travaux qui s'en inspirent pour parler de dette de territoire sur des écosystèmes humains comme des bassins d'emploi pour regarder les dettes vis-à-vis, par exemple, du chômage. Plusieurs résultats, mais aussi d'autres travaux actuellement de thèse en sciences de gestion ou en sciences économiques approfondissent ces liens entre CARE et ces autres approches. Et ce qui pourrait émerger de ces recherches, ce sont des méthodologies pour évaluer la dette écologique de territoire et de différents périmètres locaux, d'écosystèmes humains et non humains, et en déduire des responsabilités que les organisations qui mènent des activités sur ces territoires et sur ces périmètres devront prendre en compte selon l'approche CARE. Ces organisations devront alors aussi rendre des comptes en publiant ce qu'elles font et ne font pas, et nourrir ainsi des comptes de suivi, ce qui pourra permettre de faire émerger des écarts entre ce qui est fait effectivement et ce qu'il faudrait faire, et notamment des écarts qui se traduisent en besoin de financement. De telles informations offrent alors des potentiels nouveaux pour repenser les instruments de politique publique, les instruments juridiques, les instruments fiscaux, de nouvelles manières de faire des politiques locales de subvention ou d'achat public, ou encore de nouvelles approches partenariales, en particulier dans une approche par les communs. Donc beaucoup de potentiels que je souhaite étudier dans le cadre de ma thèse, mais aujourd'hui, moi, je mène d'abord une enquête
sur cette recherche et je poursuis en fait des travaux de recherche qui ont déjà été entamés, notamment une thèse en sciences de gestion qui mobilise, comme moi, la théorie de l'acteur réseau pour étudier les innovations, les premières expérimentations de CARE qui ont lieu auprès d'entreprises, d'une dizaine d'entreprises. Donc je poursuis cela et puis d'autres travaux qui me permettent d'esquisser déjà 3 grandes hypothèses qui se dégagent et que je souhaite approfondir en mobilisant une approche pluridisciplinaire, toujours en utilisant, donc dans le cadre de ma thèse, la théorie de l'acteur réseau. Donc, la première hypothèse, retrouver l'habitabilité de notre monde commun nécessite une transformation profonde du système comptable en relevant des défis qui sont à la fois épistémiques, démocratiques et politiques. Bon, le début de cette hypothèse, c'est l'hypothèse qui est partagée avec ces chercheurs en comptabilité critique. J'ai mentionné quelques travaux. Il y a un très intéressant aussi dans les travaux qui sont menés de toute la partie sur l'histoire de la comptabilité. Et j'ai envie de juste citer Jacques Richard et Alexandre Rambaud, qui ont travaillé notamment sur le rôle de la technique de comptabilité en partie double qui a accompagné l'avènement du capitalisme. Il montre comment cette technique repose dès ses premiers usages par les marchands italiens sur une approche instrumentale au profit d'un objectif unique, la conservation du capital financier apporté par les actionnaires. Cet objectif est inscrit au passif du bilan comme une obligation, contrairement au salaire ou à la consommation de ressources naturelles qui sont vues comme des charges. Alors moi, cette présentation dans Révolution comptable a tout de suite résonné avec une philosophe qui m'avait beaucoup intéressé, Corinne Pelluchon, qui, dans les Lumières à l'âge du vivant, avait décrit le schème de la domination qui apparaît avec le capitalisme. À travers le mot schème, elle désigne le principe d'organisation d'une société et l'ensemble des représentations et des choix sociaux, économiques et politiques qui en forment la matrice. Et le schème de la domination qui marque encore notre époque est, selon la philosophe, régi par une rationalité instrumentale qui fait du vivant humain et non humain de simples moyens au service d'une fin économique. Alors la philosophe Corinne Pelluchon ne parle pas de comptabilité, mais en croisant avec les travaux en sciences de gestion, il me semble qu'on ne peut pas dissocier cette notion de schème de l'architecture comptable sur laquelle l'organisation de la société repose. Et l'entrée comptable ouvre alors une nouvelle perspective à la proposition alternative de Corinne Pelluchon qui défend un schème de la considération qui préserve le vivant en se débarrassant de cette rationalité instrumentale. J'insiste dessus parce que moi, la rationalité instrumentale, j'y ai été plongé dans toute ma vie professionnelle et me débarrasser de la rationalité instrumentale en tant qu'ingénieur n'a jamais été une évidence. Du coup, j'essaye de comprendre comment je pourrais m'en débarrasser. En tout cas, pour la philosophe, il s'agit de se reposer sur notre capacité à instituer de nouvelles significations et à nouer des rapports avec les autres, humains et non humains, qui ne soient pas des rapports de domination. Voilà une piste pour moi de recherche que je croise avec, alors je vais citer un autre philosophe qui est pour moi extrêmement inspirant pour approfondir mon hypothèse. C'est le dernier livre d'Alexandre Monin, Politiser le renoncement, qui appelle à faire face aux communs négatifs qui menacent l'habitabilité. Et il propose plus précisément d'en hériter de ces communs négatifs, ce qui nous engage, je le cite, à forger des armes stratégiques pour mener un conflit épistémique, démocratique et politique. Alors, je ne vais pas avoir le temps de revenir sur ces 3 mots, mais je voulais juste dire que ça croisait, il pouvait y avoir des illustrations à travers des enjeux d'articulation entre normes comptables et droit. C'est des travaux qui ont été menés, j'ai cité le séminaire des Bernardins où intervenait la juriste Jennifer Bardi, qui montre la nécessité de faire converger le vocabulaire du droit et le vocabulaire comptable pour faciliter le travail du juge, qui a besoin de ces données publiées par les entreprises soumises, qui pourront utiliser les données publiées par les entreprises soumises à de nouvelles obligations de reporting. C'est aussi un enjeu qui pourra faciliter des actions pour préjudice écologique et plus largement pour faire converger l'écologisation du droit qui, on peut dire, est en cours avec une écologisation de l'économie qui reste à faire si on reprend les termes proposés par Harold Devrel et Antoine Mismer. Et pour illustrer ces armes stratégiques, on peut prendre l'exemple du bilan carbone. Qui représentait un enjeu épistémique important si on considère qu'il s'agissait d'imposer aux organisations d'utiliser le vocabulaire de la tonne de CO2 équivalent et de tout le savoir produit par ces calculs de CO2. Morgane Le Breton et Franck Agéry avaient porté leurs travaux sur cette méthode et ils ont montré que les résultats des bilans carbone peuvent jouer un rôle performatif dans une entreprise, mais ce n'est pas seulement à travers l'acte de calcul lui-même, c'est aussi et surtout à travers les discours qui permettent de construire collectivement un dispositif stratégique qui pourra produire des effets en matière de réduction des émissions. Le bilan carbone a connu un certain succès, il faut aussi en voir les limites, notamment le fait qu'il invisibilise les impacts liés à de nombreuses technologies dites décarbonées.
ça rejoint la deuxième hypothèse que je voulais présenter, et j'irai beaucoup plus brièvement. Donc cette hypothèse, les dispositifs de type mesure d'impact qui entendent participer d'une transformation écologique et sociale ont des effets ambigus, voire contre-productifs, dès lors qu'ils invisibilisent la matérialité d'enjeux d'habitabilité. Donc c'est une hypothèse qui doit pour moi approfondir des critiques qui viennent des critiques sur les méthodes quantitatives qui sont aussi mobilisées par CARE, mais dans d'autres approches, et des critiques qui proviennent de différentes disciplines. Ici, je voulais citer d'abord Florent Janicatris et Marion Studer, qui parlent de quantophrénie de la mesure d'impact dans un compte-rendu d'un récent événement qui s'est déroulé en février dernier, le sommet de la mesure d'impact, où était représentée presque une bonne partie de notre gouvernement, notamment Marlène Schiappa, la ministre en charge de l'ESS, qui a commencé à introduire en disant « j'aime l'impact ». Je trouve que ça montrait la couleur de cette notion aujourd'hui pour les politiques nationales, et alors même qu'il y a de nombreuses raisons, il y a de nombreux travaux qui critiquent la mesure d'impact. J'aurais pu, par exemple, citer ceux de l'Institut Gaudin, qui avait travaillé sur la mesure d'impact social. Il y en a d'autres. Mais je vais passer tout de suite à d'autres critiques parce que j'ai envie d'aller en chercher d'autres, notamment pour essayer de décolonialiser tout ça, si je puis dire. J'ai été marqué par les propos de l'ethnologue Danuta Liberski-Baniou, qui, quand elle parle de déshabitation du monde, en prenant l'exemple africain qu'elle étudie, montre qu'aujourd'hui, avec nos politiques occidentales, on ignore la matérialité du vécu des personnes sur lequel on a imposé nos politiques. Je vais peut-être reprendre plutôt cette phrase-là. Donc elle montre une forme de dématérialisation du monde qui est enclenchée par la mathématisation du monde lorsque l'homme occidental s'est mis à interroger le monde à l'aide d'un langage. Je m'arrête là, mais ça ouvre, la critique de ces notions, pour moi, est nécessaire. Elle repose sur cette question de la matérialité, que j'ai envie de reprendre aussi de la sociologue Geneviève Pruvot ou encore du philosophe Aurélien Berland sur la matérialité du travail de subsistance. Et si je veux le faire, c'est parce que les comptables que j'étudie ne cessent de parler de matérialité, mais eux de matérialité de l'information, qui a pour définition de désigner l'influence que peut jouer cette information sur les décisions à prendre. En rapprochant matérialité comptable de la matérialité du travail de subsistance, on peut alors attendre des indicateurs mobilisés par les systèmes comptables qui traduisent les conditions de cette subsistance, une condition nécessaire pour retrouver l'habitabilité. Alors, j'ai plus qu'une minute, donc je ne vais pas réexpliquer mon hypothèse 3, mais je vais juste la lire. La démarche d'enquête est le préalable à une comptabilité dialogique et doit relever de multiples défis qu'une approche par les communs peut éclairer. Juste pour dire que je commence à recenser différentes méthodes d'enquête, de Laurent Mermet notamment, du CIRAD, et aussi je reviens sur Alexandre Monin, sur le protocole de redirection écologique, la cartographie des attachements, qui sont des méthodes d'enquête qui ont du sens dans le démarrage d'une méthodologie comme CARE et qui apportent un regard et aussi des réponses aux défis, aux hypothèses précédentes que j'ai citées. C'est toute l'approche des communs qui m'intéresse, de Nina Rostrom, et notamment ce qu'elle a dit sur la gouvernance polycentrique, parce qu'on parle d'enjeux qui se superposent, et la comptabilité veut essayer de mettre ça dans des comptes relativement linéaires, mais c'est évidemment des enjeux qui se croisent à différentes échelles. Et la COP des communs apporte un regard dans ces travaux qui m'intéresse particulièrement. Donc comme j'ai fini mon temps, je conclue juste pour dire que la suite de ma thèse, c'est d'aller travailler ces questions sur des communs, c'est-à-dire des collectifs, qui souhaitent s'engager sur une approche comptable. Ici, c'était en début de semaine, sur un commun forestier, avec donc un tiers-lieu dans l'Oise qui a envie de mobiliser ces méthodes comptables pour répondre aux enjeux de maintien de cette forêt ici, face au changement climatique et face à tout un tas d'autres enjeux que rencontre le collectif dans son projet. Donc voilà des recherches à venir que j'espère pouvoir vous présenter une autre fois. Merci à vous. Donc nous allons continuer sur la question de bousculer les normes en l'abordant sous un angle un peu différent. On va revenir sur la question d'habiter les territoires toxiques, mais surtout de savoir comment la question de l'anthropocène, quelle que soit la définition qu'on puisse donner à l'anthropocène, bouscule ou pas la manière dont des scientifiques travaillent avec des milieux associatifs et notamment des scientifiques qui sont
soucieux de transformer leurs pratiques, de transformer leur cadre épistémique parfois, mais également transformer leurs pratiques dans le cadre de ce qu'on peut observer. Alors, je vais commencer par simplement quelques éléments sur le thème que nous traitons, qui est vraiment la question des toxiques et des pollutions toxiques. Une publication, ce genre de schéma, vous êtes tous familiers, les limites planétaires, mais une publication de février 2022 donnait le schéma qui est à droite, qui est le fruit du travail de cette publication est le fruit du travail de 14 scientifiques du toujours fameux Centre de résilience de Stockholm, qui indiquait le franchissement d'une nouvelle limite planétaire, celle des pollutions chimiques. Et dans cet article, ces scientifiques notaient que la production des produits chimiques a été multipliée par 50 depuis 1950 et qu'elle devrait encore tripler d'ici 2050. Ils évaluent à plus de 350 000 nouvelles substances introduites dans l'environnement au cours principalement du XXe siècle et intégrées dans ces substances les plastiques, les pesticides, les produits chimiques industriels bien sûr, les antibiotiques et les produits pharmaceutiques. Pour vous donner, je ne vais pas revenir sur la question des produits chimiques, de manière courante, à l'échelle européenne, vu que ces produits sont réglementés pour la mise sur le marché, on les estime à peu près à 100 000 substances. Donc cette publication a été marquante dans les milieux des personnes qui s'intéressent à la question des régulations et des pollutions chimiques. Mais ce que cette publication donnait aussi à voir, c'est un intérêt croissant des milieux qui s'occupent des limites planétaires pour la question des pollutions chimiques. Elle n'est plus appelée pollution chimique, j'y reviendrai, mais une dizaine d'années plus tôt, c'était un point d'interrogation de savoir quelle était cette pollution, mais aussi que le Centre de résilience de Stockholm avait été l'objet d'un certain nombre de critiques des milieux qui s'intéressent à la pollution pour dire c'est très bien de rentrer par des limites planétaires qui sont principalement inscrites dans des logiques des sciences du système Terre, mais qu'il y a d'autres problèmes qui se posent de longue date depuis l'industrialisation à l'humanité, qui sont peut-être pas justement un effondrement comme on peut le voir avec potentiellement le changement climatique, mais une catastrophe lente, un slow disaster de longue durée qui est cette pollution récurrente. Alors, entre les premières publications et ensuite à partir de 2016, la pollution chimique a été nommée nouvelle entité. C'était volontaire de la part de ces équipes pour pointer que dans les activités économiques mondiales, ce n'est pas simplement l'extraction, mais le fait que l'innovation scientifique a été à l'origine de la production de très très nombreuses nouvelles molécules, que la combinaison de ces molécules avec y compris des molécules naturelles transforme, artificialise, cette artificialisation en quelque sorte, est à l'origine d'un certain nombre de problèmes. Donc là, je vous ai donné une définition, un extrait de définition de ce que c'est qu'une nouvelle entité, mais ce qu'on peut noter, c'est que ce type de quantification, et le groupe de Stockholm s'appuie sur des quantifications qui sont faites par d'autres, hein. Ça faisait des années déjà qu'on a un outlook sur les substances chimiques à l'échelle internationale. Les Nations Unies, notamment le programme pour l'environnement, cette question des pollutions chimiques est une préoccupation majeure, mais ces quantifications globales montrent à la fois, bien sûr, des quantités massives de polluants, mais ça reste en quelque sorte abstrait à un certain niveau, c'est-à-dire qu'on n'a ni une localisation précise d'où sont ces pollutions, et encore moins la restitution des dynamiques historiques, économiques, politiques, scientifiques qui aboutissent sur la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et finalement, la compréhension de je voudrais insister sur ce point, la compréhension des dynamiques politiques, historiques, économiques est un élément extrêmement majeur, me semble-t-il en tout cas,
pour réellement établir des diagnostics qui débouchent sur des formes d'action qui peuvent avoir un effet. Mais ça, on pourra y revenir. Alors, je vous ai mis ici une image qu'on peut retrouver dans les représentations sur les pollutions chimiques, cette idée de la saturation, d'une planète qui sature de polluants, et que ces polluants ces toxiques sont le produit d'un développement économique qui s'est déployé sur plus de 2 siècles, avec une intensification de l'agriculture, comme on a pu le voir ce matin, avec l'introduction sur les marchés de nouvelles substances de manière régulière, avec une consommation croissante à l'échelle planétaire qui se poursuit, avec bien sûr des substances toxiques comme les métaux lourds, les PCB, les dioxines, les plastiques, qui sont non seulement le produit de cette consommation, mais aussi le produit de l'extraction, le produit de la production même de tout ce qu'on a ici, de ce que je porte, des ordinateurs, des chaises sur lesquelles vous êtes assis, et bien sûr le produit de déchets dont on ne sait quoi faire, et on pourra avoir une longue discussion sur le sujet. Donc cette généralisation des pollutions est à l'origine d'une ce qu'on peut appeler une toxification de la planète, des écosystèmes et des corps, qui fait l'objet vraiment d'un intérêt important de la part des communautés scientifiques depuis au moins une 50aine d'années, avec énormément d'interrogations sur les cancers, la fertilité, mais aussi l'état des écosystèmes, comme on l'a vu ce matin également. Alors, ce n'est pas le problème, c'est-à-dire que cette question des pollutions était l'objet de réflexions de longue durée, mais elle prend un sens peut-être un peu différent avec l'accentuation des dérèglements climatiques. Et ce qu'on a entendu sur le One Health ce matin est une illustration parfaite de ce qu'on peut voir, avec des problèmes qui aujourd'hui apparaissent comme des problèmes en cascade, c'est-à-dire qu'on a des problèmes qui ont des origines différentes. La pollution, la sécheresse ou les inondations sont des problèmes qui sont différents, mais leur intrication et les dynamiques de ces problèmes-là peuvent déboucher sur des catastrophes qu'on observe parfois sur certains territoires. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé pointe depuis les années 60 au moins, et cette question de la durée, si on a le temps, on y reviendra, que ces pollutions sont à l'origine de nombreux problèmes. C'est d'abord les cancers, comme je l'ai indiqué, qui étaient mis en avant, les maladies cardiovasculaires, mais nous avons des spécialistes dans la salle pour montrer à quel point la liste de ces maladies ne cesse d'augmenter, y compris des problèmes de développement, etc. Alors, cette pollution globale est expérimentée par les populations à différents endroits de la planète. Le cas de la pollution de l'air est un exemple parfaitement parlant. La pollution de l'air est à l'origine de très nombreux problèmes, mais lorsqu'on prend les mégapoles et les grandes villes à l'échelle de la planète, il y a comment on appelle ça, j'allais dire, des listes de classements qui peuvent changer d'une année à l'autre, mais on retrouve régulièrement toute une série de capitales du monde, sachant que la mesure même de cette pollution reste très lacunaire, on y reviendra. Un autre problème, disons ce problème, peut-être juste souligner que le problème de la pollution de l'air est à l'origine estimé de 9 millions, entre 7 et 9 millions de morts par an, donc déjà une catastrophe majeure, et que parmi ces décès prématurés dans le monde, c'est bien entendu les pays du Sud qui payent le plus grand tribut. L'OMS estime que 90% des populations des pays à bas coût et moyens revenus, principalement en Asie et en Afrique, respirent un air qui vraiment est ne respecte absolument pas les normes, voire est toxique. L'autre problème que vous connaissez, je n'ai pas de doute, est la question de la plastification de la planète, pour dire que justement ces pollutions sont non seulement majeures, mais finissent par infiltrer en quelque sorte l'ensemble des écosystèmes jusqu'aux roches où on a de la production de roches dans lesquelles on retrouve des plastiques,
Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est vraiment la massification de la production. Je pense que lorsqu'on s'intéresse à la question de l'Anthropocène, il est très important de comprendre les paramètres naturels, mais il est aussi extrêmement important de comprendre les dynamiques sociales, l'organisation de nos sociétés à l'échelle à la fois historique et globale, de comment on en arrive à ce type de situation. On a l'impression qu'on le sait, parce que le constat est fait, mais des analyses fines, je pense en tout cas pour ma part, qu'on est très loin de produire suffisamment d'analyses fines sur cette question-là. Sur le cas de plastique, je voudrais donner quelques chiffres. C'est dans les estimations qui sont faites à partir des bases de données d'industriels. Là, on ne parle pas de chiffres constitués par des militants. On estime que la production de plastique était à 2 milliards de tonnes en 1950, qu'elle est à 380 000 milliards en 2015, mais peut-être que le chiffre le plus important n'est pas celui-là, c'est que la moitié de la production de plastique dans le monde, quand on fait des comptabilités, elle a été faite, parce que les chiffres qu'on a, c'est jusqu'en 2015-2016, elle a été faite entre 2005 et 2015, où nous avons produit la moitié de ces plastiques. Et pourquoi cette date est importante ? C'est que cette augmentation faramineuse de la production a été faite alors qu'il y avait des lois dans les pays du Nord sur le recyclage du plastique depuis une quinzaine d'années. Je n'ai pas mis de graphe, mais la production de plastique ne diminue pas. Elle continue alors qu'on a l'impression d'avoir adopté des lois, et ça interroge bien entendu la question de savoir justement, dans les politiques qui sont mises en place, y compris dans ce qui est défendu par des chercheurs ou des militants en très bonne foi de l'importance du recyclage, les travaux, en tout cas sur la question, montrent que là où on installe le recyclage de manière très efficace, on voit la quantité des déchets augmenter, le cas de la Suède, ce qu'on appelle le paradoxe suédois, et en tout cas, on voit la quantité du plastique continuer à augmenter. Alors, ces estimations globales sont importantes, mais il est aussi important de voir comment elles se matérialisent de manière locale. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Bien entendu, encore une fois, les pays du Sud payent un tribut extrêmement lourd à cette pollution, y compris par des mouvements de flux illégaux de déchets, par la délocalisation des industries les plus polluantes vers les pays du Sud. Néanmoins, il faut garder en tête que nous avons un héritage toxique de 2 siècles sur les territoires du Nord, dont on ignore souvent l'existence, et que dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, cette pollution n'est pas distribuée de manière égale. Même s'il existe une pollution de fond, il y a une inégalité des expositions qui est extrêmement importante. Si on prend le cas de la France, et on pourrait multiplier les exemples, le chlordécone aux Antilles, interdit en métropole, on continue à l'utiliser aux Antilles. Les Antilles sont aujourd'hui un des hotspots de la toxicité sur les pesticides, traités d'une manière qui laisse extrêmement à désirer. Si on prend un autre cas, et je vous renvoie à la fois sur les Antilles, au livre de Malcolm Ferdinand, il y a d'autres travaux, mais le livre de William Ecker sur les aires de voyage, c'est-à-dire les aires où on autorise les gens de voyage à s'installer, la majorité d'entre elles sont contaminées par des toxiques, et donc montrent vraiment que le fait qu'on doit accorder justement une importance à où sont ces toxiques, comment ils sont distribués. On a parlé de la Seine-Saint-Denis, fait partie de ces territoires où la distribution des toxiques, disons, elle est très favorisée en termes de distribution des toxiques. Donc cette inégalité des expositions se matérialise, elle est souvent invisible, parce que les toxiques ne sont pas toujours visibles. Des fois, on tousse quand il y a une pollution de l'air. Mais dans beaucoup de cas, les jardins partagés, un certain nombre de parcs, un certain nombre d'écoles qui ont été construites sur des anciennes usines, ce sont des toxiques invisibles. Et néanmoins, les problèmes d'effet sur la santé, ce qu'on voit dans les mobilisations sociales,
c'est que cette question de la santé a pris de l'importance. Les mobilisations sur les questions environnementales, je ne vais pas y revenir, elles ne sont vraiment pas nouvelles sur les questions de pollution. Travaux des historiens qui montrent que dès le 19e siècle, les Parisiens et d'autres se manifestaient de manière très ferme sur les questions des pollutions. L'essor des mouvements environnementalistes dans les années 70 ont doté les mouvements sociaux d'un certain nombre de ressources pour faire face aux dérèglements environnementaux. Mais là, ce qu'on observe dans certains cas, en tout cas en France, c'est quelque chose qu'on observe depuis plus longtemps aux États-Unis, ce sont des mobilisations locales suite à des cancers d'enfants, suite à des problèmes vraiment qui sont circonscrits de là où on habite, souvent à côté d'endroits toxiques. Et ces mouvements ont recours, on va y revenir, beaucoup plus à des données scientifiques, qui cherchent des alliances avec des scientifiques et qui se matérialisent notamment par la création de ce qu'on appelle des instituts éco-citoyens. Ces mouvements sont également, ces pollutions sont également à l'origine de mobilisation de certains scientifiques qui s'interrogent sur les formes de participation, leur contribution à définir des nouveaux cadres pour collaborer avec des citoyens. Et donc l'essor des sciences citoyennes. Et je passe la parole à Justina. Voilà. Merci Soraya. Donc en fait, pour continuer, le panorama des sciences participatives est relativement large. Plusieurs chercheurs ont essayé d'établir des typologies des sciences participatives, donc comme c'est le cas de Bruno Strasser, Florian Charvolin ou encore de François Huillier. La typologie proposée dans le rapport de François Huillier distingue 3 grandes familles des sciences participatives. Il s'agit des sciences citoyennes, community-based research et recherche participative. Sur les territoires toxiques, l'objectif des citoyens est de produire des connaissances pour rendre compte de leur état de santé, et de leur exposition et pousser les autorités publiques à l'action. Ainsi, l'objectif des citoyens est plus proche de la community-based research que des recherches participatives ou sciences citoyennes qui sont, elles, destinées à embarquer les citoyens pour les éduquer ou tout simplement produire les données pour les scientifiques, comme c'est le cas de la biodiversité ou de l'astrophysique. Et donc c'est là une conception limitée des sciences participatives qui pose de nombreux problèmes lorsqu'il s'agit des territoires toxiques que nous voudrions illustrer ici à travers 2 études de cas. Et donc le premier cas est celui du projet Respirons mieux dans le 20e. C'est un projet de mesure participative de mesure de la pollution de l'air dans le 20e arrondissement de Paris, qui en raison de sa proximité avec l'échangeur de la porte de Bagnolet est considéré comme l'arrondissement le plus pollué de Paris. Et donc sur ce territoire, des collectifs de citoyens font état d'une augmentation de pathologies chroniques et s'inquiètent d'une absence de stations réglementaires de surveillance de la qualité de l'air. Et donc, dans le cadre de ce projet, une collaboration a été mise en place entre les citoyens et un collectif d'enseignants-chercheurs Air Citizen, mais aussi avec les ingénieurs d'Air Paris, donc qui est une association agréée de surveillance de la qualité de l'air pour la région Île-de-France. Au total, ce sont plus de 120 citoyens qui ont participé à la collecte des données avec microcapteurs numériques, mais n'ont pas été associés à l'analyse des données, ni n'ont reçu aucun résultat à partir des données qu'ils ont eux-mêmes produites. Et donc c'est là un exemple de réduction des citoyens en capteurs de pollution qu'il est possible de retrouver sur de nombreux terrains de recherche. En effet, les chercheurs s'approprient les données brutes produites par les citoyens pour produire leurs propres analyses. Ce point est particulièrement problématique car les analyses des données qui sont produites par les scientifiques sont bien souvent guidées par leurs propres objectifs et intérêts de recherche qui s'écartent de ceux qui sont portés par les collectifs des citoyens. Je voudrais également souligner que dans de nombreux cas, les citoyens n'ont même pas accès aux données brutes qu'ils ont eux-mêmes produites. Autrement dit, ces projets participatifs, et ce n'est pas les seuls, ont engendré une importante déception des citoyens qui non seulement ont été transformés en instruments de mesure, mais aussi n'ont pas reçu de réponse aux questions qui se posent sur leur état de santé, leur vie et leur vie sur le territoire toxique.
Le deuxième cas est celui de la pollution à Ivry-sur-Seine. Depuis 1969, la population est exposée aux émissions du plus grand incinérateur de déchets ménagers d'Europe. Les riverains dénoncent une augmentation des pathologies respiratoires, du spectre autistique et des malformations congénitales qu'ils imputent aux concentrations élevées des dioxines émises par l'incinérateur. Ces problèmes ne sont absolument pas reconnus par les agences sanitaires ni par les acteurs industriels. N'arrivant pas à établir de collaboration avec des chercheurs français, les citoyens ont établi une collaboration avec des chercheurs à l'étranger, notamment la fondation ToxicoWatch, qui réunit un collectif de toxicologues néerlandais. Et donc, ce cas montre qu'en France, les collectifs des citoyens éprouvent de nombreuses difficultés à établir des collaborations avec des structures de recherche françaises qui travaillent pour la cause citoyenne sur des territoires toxiques. Ainsi, si les citoyens ils cherchent à établir les collaborations à l'étranger, où ce type de structure ou de laboratoire est en pleine croissance. Le cas d'Ivry-sur-Seine n'est pas le seul exemple de cette dynamique. On retrouve ce même problème dans le cas de l'incendie des entrepôts de Lubrizol, où les citoyens se sont associés en fait, avec un laboratoire étranger pour réaliser une étude de biosurveillance. Et donc ces différentes études des cas montrent comment des recherches participatives restent finalement au premier niveau de participation des citoyens, où les citoyens sont considérés comme capteurs de données environnementales. C'est là une source d'une grande frustration des citoyens qui souhaitent s'investir davantage dans les projets participatifs afin de produire des connaissances permettant d'appuyer leurs plaidoyers et pousser les autorités publiques à l'action. Pour conclure, nous voudrions souligner qu'on observe en France une transformation des rapports entre chercheurs scientifiques et les collectifs des citoyens. En effet, l'ampleur de pollution, l'ignorance des autorités publiques, mais aussi les contestations radicales des citoyens poussent les scientifiques à s'ouvrir davantage à la société civile. Cependant, cette transformation reste très limitée au regard de ce qui s'est fait en fait aux États-Unis, par exemple, où les citoyens sont inclus à toutes les étapes de la recherche, incluant donc le cadrage d'études, l'analyse et l'interprétation de données, et même la diffusion des résultats et les débats avec les autorités publiques. Sur le terrain, il y a une grande frustration des collectifs des citoyens, si ce n'est pas la colère, face aux problèmes sanitaires et environnementaux auxquels ils sont exposés à l'ère de l'Anthropocène. Ainsi, il nous semble nécessaire de trouver d'autres modalités de participation des citoyens, plus inclusifs, qui permettent mieux répondre à l'ampleur des problèmes de pollution dans un monde qui est durablement contaminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour cette splendide table ronde. On a fait un grand périple. Votre discutant a un petit peu la tête qui tourne, là. Mais voilà, on a un éventail de problématiques qui sont très intéressantes autour des changements normatifs articulés autour de l'émergence de l'Anthropocène. On peut appeler ça comme ça pour dire les choses rapidement. Bon, moi, ce que j'ai noté de relativement commun à vos trois terrains, si on peut appeler ça comme ça, trois entrées dans ces sujets-là. Peut-être la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est au fond, est-ce que dans vos études, vous voyez apparaître, vous pourriez caractériser des nouvelles, alors je ne parle pas de nouvelles façons d'habiter, je crois que vous en parlez, mais peut-être qu'on pourrait expliciter un peu plus dans la discussion. Mais au fond, les habitants, les collectifs habitants, les acteurs habitants, quels sont-ils? Alors, par exemple, dans la dernière présentation qu'on a eue, on a Sciences et Citoyens.
mais c'est quelle science, quel citoyen? Est-ce qu'on peut spécifier un petit peu cela? Pareil dans les deux autres présentations de nos deux pierres, les acteurs, bon, chez Pierre de Jouancourt, il y a des auteurs, mais les acteurs de ces porteurs d'idées, de ces changements normatifs, qui sont-ils exactement? Est-ce qu'on voit des nouveaux collectifs se constituer? Est-ce qu'on peut sociologiser un peu cette perspective-là? Et puis ma deuxième question ou invitation, ou observation pour lancer la discussion, c'est la suivante. Comment on parle de sites très différents là, hein, et je me demandais comment est-ce qu'il y a des changements d'échelle, et quand on change d'échelle, comment ça s'opère, hein? Par exemple, dans les instances de sciences participatives ou sciences citoyennes, aussi ténues soient-elles, est-ce qu'on a quelquefois des observations de montée en gamme, de montée en puissance, d'expansion de ces dispositifs, ou est-ce qu'on reste dans de l'expérimentation très locale? Et pareil, dans la comptabilité d'entreprise, est-ce qu'on est dans de l'expérimentation ou est-ce qu'on voit des effets d'entraînement qui s'enclenchent? Et dans la pensée scientifique sur la Terre, en fait, hein, sur l'âge, sur les époques de la géophysique terrestre, est-ce que cette pensée diffuse en dehors des cercles scientifiques dans lesquels elle est produite, et par quel vecteur? Je ne sais pas s'il est bon, puisqu'on est un peu en retard quand même, donc on peut peut-être prendre une série de questions pour commencer, si la salle... Oui, on en voit déjà, donc Bernard, et puis là-bas... Et vous répondrez peut-être en priorité aux questions de la salle. Et puis... Bernard, vas-y. Oui, je m'attendais à la séance un peu explosive, bousculement des normes. Je reste un peu sur ma faim du point de vue du bousculement des normes. Et c'est pour ça que je voudrais vous inviter là-dessus. Est-ce que bousculer les normes, ça se fait sans normes? Ça se fait par des normes qui appartiennent à un autre champ, où justement on est vraiment dans le bousculement, on n'a plus besoin de normes, j'y crois pas trop. Donc pour être un tout peu plus précis, dans le premier exposé, je m'attendais à avoir quelque chose où finalement, si on résume, c'est des normes, c'est une merveilleuse forme de sophisme naturaliste. On a des données naturelles et on infère de ces données naturelles des types de comportements. Et ça me faisait penser aux fameuses théories du climat qui existent depuis Hérodote, mais qui ont été, semble-t-il, bien remises en question. Le dernier qui s'est amusé avec ça, en tout cas du côté de la philosophie, c'était Hegel, mais même parce que justement, on se rendait compte que ça ne tenait pas la route, cette influence sur les comportements humains. Mais en fait, on n'est pas encore sur un terrain proprement normatif, en tout cas qui dépendrait de la philosophie morale et politique. On est vraiment en train de faire un sophisme naturaliste. Voilà, moi je m'arrête à ça pour l'instant. C'est une question beaucoup plus terre-à-terre. C'est pour la dernière oratrice. Je me demandais si, de la même manière un peu que votre collègue a présenté le fait d'adosser les performances écologiques au bilan comptable, on ne devrait pas adosser dans les plans de gestion des données, qui sont maintenant obligatoires dans les grands programmes de recherche tels que l'ERC, qui imposent la publication d'un plan de données, une espèce de charte d'interaction avec les citoyens et citoyennes qui contribueraient à l'acquisition de ces données. Charte qui pourrait être, par exemple, que les données soient publiques et accessibles aux gens qui les acquièrent. Ça pourrait être aussi une charte de la certification de la contribution de ces citoyens et citoyennes qui vont acquérir ces données, l'acquisition d'une certification d'enregistrement de données scientifiques ou de gestion des données, histoire que ça soit plus contractuel avec les participants et participantes.
On va commencer par la dernière question, puisqu'elle est assez précise, et puis après vous répondrez à Bernard. Déjà, pour répondre peut-être à la dernière question, en fait, est-ce que avoir une charte, est-ce que cela pourrait aider je ne suis pas sûre, en fait. C'est très compliqué à dire, parce que, en fait, ce dont on se rend compte, en fait, c'est que... Donc déjà, il y a des institutions, parce qu'en fait, j'en ai pas trop parlé en fait pendant ma présentation, mais il y a des institutions en fait qui se méfient des sciences participatives, surtout des citoyens qui arrivent avec les microcapteurs, car ils craignent que leurs mesures réglementaires seront remises en cause. Donc en fait, comment établir une charte si même les institutions en fait, ils veulent pas forcément travailler avec les citoyens, ils ne voient pas ça comme quelque chose de très positif. Donc voilà, c'est très difficile à dire. Moi, je pense plus qu'il faudrait aller regarder plus ce qu'ont fait nos collègues américains en fait, aux États-Unis, parce qu'en fait là, community-based research, ça existe depuis les années 80 et en fait, ça marche très bien. Donc déjà, regarder ce qui s'est fait chez nos voisins pour essayer peut-être d'être un peu plus inclusif, voilà, des citoyens en France. Ah oui, je voudrais peut-être aussi également répondre à la question concernant le changement d'échelle. Est-ce qu'on observe le changement d'échelle? Est-ce que les citoyens, en fait, est-ce qu'on peut monter un peu d'échelle pour ne pas rester à l'échelle locale? En fait, moi, parce que j'ai étudié donc, les problèmes de la pollution de l'air, et en fait, de manière plus générale, en fait, plus nationale, et depuis les années 1990, on voit que l'échelle dans laquelle on a produit des données, c'était l'échelle nationale. Et en fait, ce qui manquait, c'est surtout les données locales. Et lorsqu'on arrive, même la pollution de l'air, en fait, c'est un problème pour lequel on a le plus de données scientifiques. On sait très bien, en fait, que la pollution de l'air, quels effets ça peut avoir sur la santé et sur l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on arrive en fait, sur des territoires très locaux, comme par exemple le 20e arrondissement ou Ivry-sur-Seine, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de données très locales, ou alors ils existent, mais en fait, on ne peut rien faire avec, mais surtout, il n'y a pas de données de santé. Et les citoyens, en fait, sur place, ils se demandent, OK, la pollution de l'air... il y a 48 000 morts par an, mais à l'échelle très locale, quelles sont les maladies en fait, qu'on peut attribuer à la pollution de l'air? Et ça, ce type de science, on n'a pas. Donc il y a un changement d'échelle avec ces sciences participatives où en fait, on produit des données plus locales qui peuvent servir en fait, les acteurs locaux pour agir finalement. Peut-être juste deux, trois mots. C'est-à-dire on assiste effectivement à la multiplication des collectifs de nature un peu différente, avec des collectifs qui recueillent des données pour des raisons aussi différentes. On n'est pas rentré dans le détail. Il y a des collectifs, effectivement, c'est pour documenter leur santé, d'autres pour amener les autorités publiques à agir et d'autres pour aller au tribunal. Parce qu'il y a eu un procès qui a été gagné, mais on a aussi le développement d'une juridiction, je sais pas comment dire, et des collectifs qui s'organisent avec un appui plus grand sur l'expertise, qui n'est pas une tradition française. C'est-à-dire ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait depuis très longtemps dans un certain nombre de pays, de recourir aux données scientifiques pour aller au tribunal ou pour pousser les autorités publiques à agir. Et on peut évoquer, on ne l'a pas fait, l'étude de Foss-Ipséal, qui est une étude qui a été menée à Fos-sur-Mer par une collègue américaine, qui bouscule énormément ce qu'au font les agences aujourd'hui, parce que qui met à jour un état de santé très dégradé dans cette région-là. Alors, la montée en généralité, elle dépend de beaucoup de questions. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup, on n'a pas le temps de développer. La question des sciences citoyennes, des sciences participatives est un objet de discussion parmi des chercheurs en sciences sociales, et on a des connexions aujourd'hui entre des groupes qui peuvent être, j'ai participé à des réunions entre les États-Unis, Taïwan, quand c'est les mêmes multinationales, notamment qui polluent, avec des syndicalistes ou des citoyens qui échangent les données, qui se lient entre eux, etc. Alors, en quoi ça bouscule ou pas les normes? Pour revenir à la question, il y a beaucoup de normes qui sont bousculées. Et dans les agences de régulation publique, je vous assure, j'étais au conseil scientifique de l'ANSES et j'ai participé à des réunions à Santé publique France, c'est un sujet qui emmerde royalement les institutions, parce que non seulement, c'est pas simplement parce qu'elles ont des citoyens qui se mobilisent, mais parce que ça marque
les limites d'un certain nombre de méthodes scientifiques qui sont employées, y compris dans l'épidémiologie la plus dure, la plus mathématique, etc. Donc ça, c'est un certain niveau. Le deuxième niveau, en quoi ça bouscule les normes, par rapport à la légitimité d'un certain nombre d'institutions. Mais ce n'est pas sur cet aspect que nous avons voulu insister, peut-être parce qu'on est dans un colloque sur l'habitabilité, etc. C'est le fait qu'on a un certain nombre de scientifiques qui viennent à ces questions-là de manière récente, qui sont très ouverts, qui veulent bien faire, mais qui perpétuent des manières de faire qui continuent à être celles des années 70, pour le dire très franchement, 80. Et même chez des scientifiques engagés, le rapport qu'ils ont à un certain nombre de collectifs de citoyens reste problématique. Et donc, si on doit bousculer des normes, de mon point de vue, c'est vraiment sur ça que je voudrais insister. Presque discuter parmi ceux qui arrivent à ces questions-là, de ne pas reproduire la même chose. Et puis la deuxième chose, probablement, je m'arrêterai là, c'est ce qu'a indiqué Justina, c'est la faiblesse de collaboration qu'il y a entre les toxicologues, les épidémiologistes français, qui pour plein de raisons, il y a plein de raisons, mais qui restent à distance des demandes citoyennes. Et on est obligé d'aller chercher des Suédois, d'aller chercher des gens aux Pays-Bas, de chercher des gens même aux États-Unis. Et donc ça, c'est une vraie question pour la recherche. En tout cas, pour la sociologue des sciences que je suis, c'est une vraie question. Pourquoi on n'a pas plus d'implication auprès des citoyens de ces scientifiques? Allez. Merci. Alors, je vais essayer de reprendre de la première question en parlant de deux populations différentes. D'abord, la population, pour reprendre sur cette question de nouvelle façon d'habiter, je prends la population des experts comptables qui se passionnent de CARE, parce que c'est ceux auprès de qui j'enquête, et c'était juste pour dire que c'est face à une population qui découvre à travers les discours des auteurs que j'ai cités qu'ils peuvent avoir un rôle, jouer un rôle par rapport aux enjeux environnementaux qui les préoccupent. Et c'est pour ça qu'ils sont un certain nombre à se mobiliser. Donc c'est une nouvelle manière pour eux d'habiter, c'est d'utiliser leurs compétences, de se dire mes compétences de comptable vont pouvoir servir à ces enjeux-là. Et avec aussi une perspective de changement d'échelle qui est affichée par le fait qu'il y ait des textes, notamment une directive européenne, qui va permettre ce changement d'échelle. Mais évidemment, pour répondre à la question est-ce que ça va changer quelque chose aux normes, en fait, les résultats que je vois, les premières enquêtes, disent à peu près tous la même chose de toutes les méthodes de reporting de RSE, c'est qu'il y a une captation par les intérêts économiques. Donc cette volonté de révolutionner, pour l'instant, on craint, tout le monde craint, et d'ailleurs, c'est la première réaction qu'il y a eu la publication récente de l'acte délégué à la directive CSRD au début du mois, c'est voilà, il y a eu un renoncement déjà encore sur les ambitions de la Commission européenne par rapport à ce qui avait été proposé par le groupe que je citais, le groupe par les FRAG. Donc ça, c'est voilà, il y a cette question de on n'est pas dans une révolution comptable réelle et c'est pourtant ce qui motive ce petit... ils ne sont pas nombreux, hein, je ne vous ai pas dit le nombre de personnes, ils sont peut-être plus de 100 à s'intéresser aujourd'hui à CARE et curieusement essentiellement en France. Il y a du mal à sortir. Alors je voulais juste dire qu'il y a une autre population qui m'intéresse, donc je parlais de ces commoners, enfin de ces gens qui sont sur des communs, pour dire qu'eux essayent déjà, ce que je citais par exemple sur ce projet de tiers-lieu en forêt, ils sont déjà dans une perspective de changement, une façon d'habiter, en mobilisant l'éducation populaire notamment. C'est une de leurs activités, et ils sont soucieux du changement d'échelle en se disant, comme beaucoup de gens impliqués sur les questions des communs, comment est-ce que nos initiatives locales vont pouvoir se déployer. Et donc ils ont aussi des activités de consulting, et c'est pour ça qu'ils sont intéressés au groupe de travail qui se met en place à la COP des communs pour promouvoir leurs approches. Et donc toute la question, c'est est-ce qu'on arrive à traduire ces pratiques qui se mettent en place dans une logique de commun? Est-ce que ça se traduit dans une transformation? Enfin, est-ce que ça va être bien pris en compte par la proposition comptable qui est faite? Et c'est l'espoir qu'effectivement, en le prenant en compte, ça participe à ce changement d'échelle et que cette révolution soit un peu plus réelle qu'une réforme du reporting que propose la directive CSRD. Merci pour vos questions. Je vais essayer de répondre à celles auxquelles je peux répondre effectivement. Alors, ce que j'ai présenté, c'était vraiment, disons, comme j'ai dit, une provocation, donc quelque chose d'assez exploratoire. Je n'aurai pas forcément toutes les réponses.
Sur les acteurs, en tout cas, on peut répondre de deux manières. Dans l'histoire récente, il y a l'histoire des sciences du système Terre et leur histoire institutionnelle, l'histoire des acteurs, et les acteurs qui définissent l'habitabilité planétaire, donc je me place toujours à l'échelle globale, sont dans ce cadre-là, et périphériques comme le Stockholm Environmental Center, dont Rockström fait partie. Sur les normes, alors je ne suis pas sûr d'avoir compris votre remarque sur le sophisme naturaliste. En effet, il y a eu tout un courant qui liait l'influence du climat sur la civilisation, même jusqu'au XXe siècle. Il y a un livre de Chinston sur cette question. Là, je pense qu'on n'était pas dans ce cadre-là. En tout cas, c'est une manière de mettre en évidence qu'on hérite, en tout cas dans ces sciences-là, on hérite malgré nous peut-être de choses qui nous viennent, de récits qui nous viennent du passé, qui ont été construites dans les sciences, dans l'histoire des sciences, et qui pourrait être intéressant de questionner. Ce qui, moi, m'a marqué dans ma lecture de Graeber et Rengrow, c'est leur point, ce n'est pas de dire que c'était mieux avant. Enfin, c'est pas du tout un récit rousseauiste. En fait, c'est plutôt de montrer la pluralité, de re-questionner et de mettre en évidence la possibilité qu'en fait, oui, il y a eu des inventions, il y a eu des processus, il y avait déjà de la domination, il y avait de la violence, etc. Mais surtout qu'il y a eu des hésitations, il y a eu des instaurations de villes qui ensuite ont été abandonnées, des populations ont mis en place de l'agriculture, mais elles ont abandonné avec des intervalles très conséquents de centaines ou de milliers d'années. Donc c'est vraiment essayer de s'interroger sur ce que ça fait un retour réflexif sur ces catégories-là, en essayant de les délier et ensuite de se demander quelles conséquences ça a pour la manière dont on problématise les enjeux politiques aujourd'hui. Voilà. Ok, merci. Romain, sous ton contrôle, on a encore 10 minutes, on peut prendre quelques autres questions ? Non, il n'est pas question d'empiéter sur la table ronde avec la Cité du genre, mais on peut peut-être raccourcir un petit peu notre pause. Et il y avait une question là-haut. Allez-y. Ouais, moi j'avais une question. Je ne sais pas si ça marche. Oui, sur le choix de l'intitulé Entité invisible, nouvelles entités dans les limites planétaires. Pourquoi pas pollution chimique, vous l'avez évoqué, Soraya Boudiab. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Pour moi, ça fait le lien aussi avec un espèce de fil rouge là, depuis hier sur comment est-ce qu'on s'adresse aussi à ces habitants invisibles d'un territoire dont on perçoit ou pas la présence, mais en tout cas qui conditionne aussi notre santé et ce qui va pouvoir être possible de faire sur le territoire. Et donc, est-ce qu'il y a des fils à tracer avec les autres formes d'entités invisibles qu'on a évoquées au cours de ces 2 jours ? Et juste parce que voilà, je suis plus intéressé, en tout cas, par dans le sillage du tournant ontologique, d'aller chercher un peu comment négocier notre existence sur un territoire hors des métriques auxquelles on est habitué, donc plus intéressé par ces formes de négociation, d'expérimentation d'un nouveau type. Et juste attirer votre attention sur un projet de recherche financé par le Belmont Forum de recherche participative qui s'appelle RGO et qui, dans l'optique néanmoins d'une métrique, mais low-tech et participative, a outillé dans l'agglomération de Dakar des habitants avec des capteurs passifs faits en écorce d'arbres pour recueillir des polluants liés à du recyclage du plomb dans l'air et permettre aux habitants de savoir à quelle dose ils étaient exposés dans le quartier de Sébikotane, quartier industriel au nord de Dakar. Et ce qui est intéressant dans le processus, porté par des équipes françaises, notamment au JET et ailleurs, c'est que assez rapidement ces capteurs qui ont permis de nouer un lien entre scientifiques et habitants ont néanmoins été délaissés au profit maintenant d'un projet de plantation de forêt, donc quelque chose qui a complètement dépassé l'objectif de mesure initiale, et voilà, comme un exemple de recherche participative un peu plus ambitieuse que simplement des citoyens transformés en capteurs. Merci.
Bonjour, merci pour les présentations. J'avais juste une question, mais qui est plutôt sémantique, puisqu'on voyait beaucoup apparaître Anthropocène. Vous avez dans votre présentation sur les pollutions expliqué très justement que les pollutions sont inégalement réparties. On sait bien que la pollution est largement produite par le nord global et même que les populations les plus affectées par ces pollutions, comme vous le disiez, avec l'exemple des gens du voyage, avec le livre d'Acker, que ça croise aussi des situations... bref, je me perds, mais tout ça pour dire que quand vous utilisiez le terme de toxique anthropocène, est-ce que vous avez par exemple un terme qui serait plus approprié? On a parlé de ruines hier de Tsing qui elle utilise plantationocène. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait rendre compte plus justement de cette inégalité dont vous parlez dans les pollutions? Et du coup, pourquoi continuer de parler d'anthropocène? Je vais commencer par cette dernière question. Dès qu'on utilise le mot anthropocène, ça donne lieu à un débat en sciences sociales. Je veux dire, j'appartiens à la même école que Bonneuil et Fressos. On a eu le même directeur de thèse. Donc, c'est ce sujet. Moi, j'ai arrêté d'en discuter parce qu'on en discutait il y a 10 ans. C'est simplement le fait d'utiliser le mot anthropocène, c'est parce que c'est devenu un mot valise qui est compris par un certain nombre de scientifiques, etc. Et que ça permet d'englober un certain nombre de choses. Je vois très bien le débat qu'il y a derrière. Des collègues ont proposé les chemical anthropocène, c'est-à-dire pour marquer que ce qui vraiment fait les pollutions, c'est-à-dire que là, le débat, bien entendu, sur le plan anthropocène, mais ce qui marque l'essor de l'économie capitaliste, la chimie est vraiment quelque chose de transversal aux différentes économies. Ce n'est pas simplement l'industrie chimique. Le pétrole, l'industrie du pétrole, la pétrochimie, c'est vraiment une source de pollution chimique importante. Donc, personnellement, je ne cherche pas à trouver un autre mot parce qu'on ne fera que multiplier la liste des mots pour qualifier justement cette intrication de changements globaux. Je suis beaucoup plus intéressée par les dynamiques sociales, économiques, politiques qui débouchent sur la situation. Appelons-la comme on veut, quelque part, du moment est-ce qu'on est en train de décrire la même chose. Et les pollutions, bien sûr, sont dans le nord. Néanmoins, on a quand même des transformations importantes. On parle beaucoup de la Chine, mais encore une fois, la Chine, c'est l'usine du monde. Ce n'est pas la Chine toute seule, c'est nos usines qui sont là-bas. Mais une partie de la production des produits chimiques se fait aussi aujourd'hui. L'Arabie saoudite, c'est probablement le pays où il y a le plus d'usines aujourd'hui. Donc il y a aussi des transformations. Les pays du Sud sont aussi aujourd'hui producteurs de ce type de pollution. Alors très rapidement, sur justement le changement de nom, nouvelle entité, ce n'est pas du tout dans le cadre de nouvelle anthologie, ce n'est pas du tout le problème des gens du système Terre. Je pense que c'est plutôt la volonté d'un vocabulaire plus neutre, parce qu'il peut y avoir des nouvelles substances qui ne sont pas forcément des pollutions. Il y a eu beaucoup d'innovations, il y a des substances qui peuvent être neutres, etc. Donc c'était probablement la volonté, je dis probablement parce il y a entre ce qui est dit publiquement et le fait d'aller regarder plus précisément, la volonté d'avoir un peu un cadre général qui dit que c'est l'innovation technique qui introduit ces substances. Alors comment est-ce qu'on négocie, est-ce qu'on vit avec ces substances-là sur les territoires? Alors, avec d'autres collègues, nous avons écrit un livre qui s'appelle Résidus, en anglais, et c'est un livre en anglais, j'espère qu'il sera traduit en français. C'est justement toutes ces substances qui sont infiltrées dans les territoires, etc. À quel point on arrive à vivre avec, à quel point on s'adapte à la pollution chimique. Peut-être qu'on s'y adapte à un certain niveau, mais néanmoins, ça pose des problèmes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir exactement le même discours que le discours qui est tenu sur les anthologies avec les mondes naturels. Parce que ça pose quand même, sur certains territoires, quand il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de poissons dans les rivières, qu'il y a des gens qui sont malades, oui, les gens vivent sur des ruines, mais parfois c'est infiltré. Donc je ne suis pas du tout certaine
que nous arriverons à construire une ontologie dans laquelle il y aura à la fois les mondes naturels et les mondes artificiels, du moins les productions humaines toxiques avec lesquelles nous allons continuer à vivre. Je voudrais simplement dire que la tendance, et finir sur ça, elle n'est pas du tout à la décroissance de ces substances-là. Nous avons l'émergence de nouveaux polluants. On sait qu'on retrouve des nanoparticules maintenant dans l'air, etc. On connaît très bien le projet de Dakar. On a un doctorant et Tastevin, etc. Il y a des discussions, on a vraiment beaucoup de discussions avec eux. Le lichen, c'est une méthode... ça n'a pas été dit, mais même à Paris, Justina connaît très très bien la méthode. C'est une méthode courante. Il y a les capteurs, il y a le lichen. Bien entendu, il y a des projets citoyens qui sont vraiment avec le souci de travailler, comme c'est le cas à Dakar, avec les populations, créer du lien. Ça, j'ai pas de doute qu'on peut faire autrement. C'était le sens de notre intervention. Mais en tout cas, on cohabitera avec les substances chimiques parce qu'on est obligé, mais jusqu'à un certain point. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on clôture cette session, qu'on remercie nos intervenants. Très belle recherche en cours, donc merci.